Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, salon Bipositive. Nous sommes le deuxième jour du salon et ce matin avec mes invités, nous allons parler numérique. On va parler numérique responsable. J'espère que c'est possible. Et surtout, on va voir comment le numérique se met au service de la transition énergétique avec la mise en place de certains outils que vous allez nous décrire. Avec moi pour en parler, monsieur Jérôme Morville, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du cadre économique et aussi de la commission industrie, emploi et innovation au CER. Le CER, qu'est-ce que c'est ? Alors le CER, c'est le syndicat des énergies renouvelables. Nous sommes l'association professionnelle qui représente les acteurs du secteur des énergies renouvelables en France. Finalement sur l'ensemble de la chaîne de valeur, enfin des chaînes de valeur et l'ensemble des filières, que ce soit les filières électriques avec celles que vous connaissez très bien, le photovoltaïque, l'éolien terrestre, en mer, l'hydroélectricité, ou alors sur les autres filières, les filières chaleur, réseau de chaleur, bois énergie, gaz renouvelable, biocarburant. Vous couvrez l'ensemble du champ. Hein. Exactement. À côté de vous, monsieur Raphaël Meyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de Lancet. Et Lancet, qu'est-ce que c'est ? Lancet est une jeune entreprise industrielle basée à Grenoble. Depuis 5 ans, on développe des solutions pour la rénovation des bâtiments et notamment des systèmes de chauffage qui embarquent des capacités de stockage par batterie. Capacité de stockage, évidemment, qu'on va souvent installer en lien avec du photovoltaïque, précisément, installé en autoconsommation. Alors on va en reparler tout à l'heure hein, et on verra comment le numérique, évidemment, s'inscrit dans cette démarche-là. Absolument. Simplement, même question à tous les deux. On va commencer par vous. Quand on parle de la mise en place des outils en transition énergétique avec le numérique, de quoi on parle ? Avant même de parler de ce que vous avez fait comme travaux sur le sujet. Ouais, alors on peut parler de plusieurs choses. On peut parler finalement de logiciels qui vont venir en aide aux différents systèmes. Dans mon cas, on va parler des systèmes d'énergie renouvelable, mais ça peut être sur la partie développement comme sur la partie exploitation des systèmes. On va avoir aussi des systèmes qui vont être plutôt physiques, ce qu'on va appeler du hardware, et qui vont venir aussi assister les projets dans les différentes phases toujours. En tout cas, pour ma part, c'est toujours les énergies renouvelables, mais toujours pour les aider à améliorer leur durée de vie, leur performance, etc., etc. L'idée, c'est d'être plus efficace quelque part. L'idée, c'est de pouvoir faire toujours plus et plus rapidement. Avec les énergies renouvelables, on entend beaucoup, on parle beaucoup d'intermittence, de gestion de l'intermittence. Est-ce que les outils numériques permettent de gérer cette intermittence ou le permettront ? Ouais, alors on a plusieurs choses. Est-ce qu'ils aident en fait ? Oui, c'est ça. C'est finalement, on peut avoir une aide au niveau des réseaux. Si on prend l'exemple du photovoltaïque, on peut avoir à midi beaucoup d'énergie sur le réseau qui est injectée en même temps. Et donc là, on a des services qui peuvent être proposés, qui est décréter la production, finalement, de la réduire à l'heure du midi pour qu'elle soit compatible avec la capacité d'accueil des réseaux. Ça, c'est un exemple. De votre côté, quand on parle de mise en place d'outils numériques et pour l'efficacité énergétique des énergies renouvelables, qu'est-ce que ça évoque ? Alors ça évoque la création de nouveaux services et principalement pour 2 étapes importantes d'un projet qu'on peut réaliser. Un, c'est les étapes avant travaux, tout ce qui est diagnostic. Ça va être la possibilité d'apporter plus de fiabilité sur les performances futures d'une installation. S'il y a plus de fiabilité, il y a plus de possibilités d'investir pour le client final, tout simplement parce qu'on va pouvoir réduire le risque et fiabiliser les notions de retour sur investissement. Qu'on soit sur une logique d'investissement à 100% ou qu'on soit sur une logique d'utilisation as a service. Ensuite, ça va être beaucoup évidemment pendant la phase d'exploitation. C'est des outils qui vont être utiles pour suivre ce qu'une exploitation va donner, donc assurer le suivi de performance énergétique par exemple. Et puis effectivement, on pense beaucoup à des outils pour essayer de réduire la consommation pendant la pointe d'énergie. Vous en parliez en creux et en période hivernale, c'est toujours important de s'en rappeler. C'est lié à l'intermittence du renouvelable, mais même avant ça, c'est lié à l'exploitation de tout réseau électrique physique. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que le renouvelable. On nous le vend un petit peu aujourd'hui sur le renouvelable, mais il y a toujours eu des problèmes d'intermittence et de transport de l'énergie et d'efficacité. On est d'accord ? Tout à fait. Le numérique va permettre, on pense, d'avoir une meilleure possibilité de modélisation jusqu'à une maille très très faible. Par exemple, un radiateur électrique Lancet, c'est 1000 watts de consommation, c'est très peu, mais si vous en prenez 1 million, ça fait 1 gigawatt, ça fait une tranche nucléaire. Donc on a des effets de modélisation
modélisation qui peuvent être très précieux pour essayer de venir réduire la consommation sans impacter l'usage, sans impacter le confort par exemple. Parce que c'est une clé pour garder une forte acceptation de ces mécanismes nouveaux de la part de l'utilisateur final, c'est important. Le stockage peut y aider, mais globalement, on est toujours sur des logiques d'aller agréger des petites consommations vers des moyennes, vers des grosses, et essayer d'avoir une continuité de pilotage sans venir perturber l'usage. Merci, très clair. Allons-y, allons au CERF voir les travaux que vous avez réalisés sur le sujet. Vous avez rédigé, je crois, quelque chose qui va bientôt paraître sur justement toutes ces problématiques d'efficacité numérique. Oui, exactement. Donc on a rédigé un document qui va sortir certainement en janvier 2022, qui s'appelle « Numérique dans les projets d'énergie renouvelable, nouveaux outils, nouvelles perspectives ». Le but, c'était vraiment de pouvoir réaliser un panorama des différentes solutions qui existent dans les énergies renouvelables, sachant que c'est difficile, dès qu'on parle de numérique, c'est très difficile d'être exhaustif. Donc on a regardé les principaux outils, les outils qui étaient déjà utilisés, les outils qui avaient peut-être de belles perspectives mais qui n'étaient pas encore connus. Et donc leur problématique, c'est surtout une problématique de promotion. Et donc, on a regardé ça selon les différentes phases d'un projet, pendant la phase donc, développement et conception, la phase construction-installation et la phase exploitation-maintenance. On a pu voir qu'on a des outils qui aident au développement, à chercher un terrain, identifier un élu qui est favorable aux énergies renouvelables et qui a un terrain disponible, par exemple, donc de la veille, à l'accès aux différentes données, qui va servir aussi derrière à l'ensemble de la phase et de la durée de vie du projet. Pareil sur l'optimisation de la construction, et là on se rapproche très vite de tout ce qui se fait aujourd'hui dans le bâtiment. Et enfin sur la phase exploitation-maintenance, où c'est là finalement qu'on a peut-être le plus gros potentiel, dans le sens où on peut améliorer la durée de vie du projet, on peut optimiser les performances de l'installation, on peut récupérer des services. Quand on parlait d'écrêtement tout à l'heure de la production photovoltaïque, c'est typiquement un service que l'on peut rendre au réseau et donc qui peut être rémunéré, ou alors, à l'inverse, qui peut permettre de faciliter un raccordement des installations. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, il y a déjà des outils qui sont en place, qui permettent à tous les acteurs d'être plus efficaces, ou en tout cas de se saisir des outils numériques, et il y a des outils qui sont un peu encore en prospective. Est-ce que vous pouvez nous donner deux exemples? Un exemple sur un outil en place qui fonctionne bien, et un exemple sur un outil en devenir, mais pas trop lointain. Ouais, alors sur un exemple d'outil qui fonctionne bien, on va avoir tout ce qui est logiciel de surveillance multisite. C'est-à-dire, on va avoir plusieurs parcs photovoltaïques, éoliens, etc. Et avec un seul logiciel, on va permettre de voir la production des installations. Si jamais on a une réduction de la production par rapport au potentiel, parce que ce jour-là, il y avait beaucoup de vent, beaucoup de soleil, voir qu'on a un défaut sur telle ou telle installation, voir d'où vient ce défaut, pouvoir le régler. Et ensuite, faire de la facturation, faire de la gestion en temps réel, et tout ça à distance. Ça, c'est un outil qui fonctionne très bien, qui est utilisé par la majorité des exploitants. De l'autre côté, un outil qui est en devenir, nous, on a rencontré par exemple une start-up qui utilise des drones pour venir faire des contrôles sur site. Lorsqu'on a un champ de photovoltaïque, on va avoir plein de panneaux photovoltaïques un peu partout, et donc pour les contrôles, pour les inventaires, finalement il faut le faire à la main avec des enjeux de sécurité, puisqu'il faut travailler en hauteur, les panneaux photovoltaïques étant un petit peu surélevés. Et donc là on va venir avec un drone scanner un QR code sur chaque panneau photovoltaïque pour pouvoir, finalement ça permet d'accélérer le temps de contrôle, et finalement que les différents travailleurs soient en sécurité. Voilà, là on va beaucoup plus vite, hein, on fait quelque Exactement. chose de plus simple. Donc, et ça c'est en cours de développement. Exactement, et un dernier point aussi qui est en cours de développement, c'est finalement tout ce qui va être lié à la partie développement du projet, tout ce qui va être autorisation avec les collectivités ou avec l'État dans les différentes formes, où en fait on a encore beaucoup de choses qui sont à numériser. Il y a un an, il y a eu le début de la numérisation de tout ce qui va être autorisation environnementale, et finalement on a encore plein de documents papier sur d'autres procédures, et le but ça va être de pouvoir accélérer, et même au-delà d'accélérer, c'est de faire la promotion de qu'est-ce qui peut être fait en numérique, et donc qu'est-ce qui peut simplifier la vie finalement de tout le monde, que ce soit des développeurs ou des collectivités. Le document dont vous parlez, donc, il sera en ligne. Comment ça va se passer? Expliquez-nous où je peux le trouver, enfin où on peut le trouver et à qui il est destiné. Alors, il sera directement accessible sur notre site internet, donc enr.fr.
On fera certainement une tournée des différents pôles de compétitivité en France. Et le but, il est un peu à destination donc, soit des pouvoirs publics finalement, pour cette question de la numérisation des différentes procédures, soit à destination des acteurs du secteur des énergies renouvelables qui vont pouvoir voir les différents outils numériques qui existent et qui peuvent être mis au service de leurs projets. À l'inverse, ça peut être aussi l'occasion pour tous ceux qui développent des outils numériques de regarder qu'est-ce qui se fait et comment est-ce qu'eux peuvent améliorer leurs outils par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Voilà, ou en créer de nouveaux. Exactement. Donc, dans notre idée de mise en place des outils, on voit que c'est déjà bien avancé et qu'on va pouvoir faire encore aller plus loin, mais ça c'est normal. Ça se passe toujours comme ça en fait. Exactement. Avant de revenir avec vous tout à l'heure sur une autre façon de voir cet aspect numérique, on va revenir vers vous. Expliquez-nous votre solution et en quoi cette solution en fait est un outil numérique. Alors à la base, on a un système de chauffage électrique. Donc on utilise l'électricité pour générer de la chaleur. On a ensuite un certain nombre de capteurs autour de cette fonction chauffage. Le principe est assez simple, c'est de venir comprendre, détecter, reconnaître un certain nombre d'événements. Vous quittez votre salon pour aller dans la cuisine, vous quittez votre salon pour quitter votre logement. Je suis pisté. D'une certaine façon, c'est vrai. Effectivement, il y a une logique de capteurs environnementaux. Il y a une finalité derrière qui, a priori, vaut la peine. C'est réduire le plus possible la facture énergétique et donc les émissions carbone et aussi les factures. N'oublions pas la baisse de facture. Donc, du pouvoir d'achat qu'on va venir générer chez soi chaque jour dans sa fonction chauffage, ça peut être intéressant. Et effectivement, sans impacter le confort, c'est-à-dire en maintenant une forte acceptabilité du mécanisme en place. L'idée, c'est pas que j'ai froid, parce que je quitte une pièce, on va dire, le radiateur s'arrête ou baisse. Si je reviens dans cette pièce 2 heures après, on va tourner le thermostat. Oui, et sauf que je vais avoir froid pendant une demi-heure. On va avoir froid et en plus, on va certainement avoir tendance à surchauffer par rapport à un système traditionnel. Donc effectivement, ce qu'on appelle les effets rebonds, qui sont des effets bien classiques des mécanismes de modération de la température dans un logement, ça peut venir tuer complètement l'économie d'énergie, voire même pire. Comment j'évite ça justement ? Eh bien précisément en ayant une logique un peu auto-apprenante sur la base de capteurs. Alors ce sont vos données personnelles. Personne ne va exploiter ces données à part le radiateur. C'est normal parce que c'est des points importants. Le numérique pose question quand même par rapport à tout ça. Le numérique lui-même doit demeurer acceptable. Donc il faut comprendre en transparence à quoi servent les données, pourquoi est-ce qu'on utilise des données par drone ou pourquoi est-ce qu'on utilise des données d'un capteur de présence pour le chauffage. On en parle ici. Donc c'est des exemples qui permettent effectivement d'avoir un bon usage et un bon niveau de confort sans venir trop consommer. L'autre sujet évidemment principal qui nous concerne, où là on apporte vraiment de l'innovation par rapport au marché de rupture, c'est le pilotage de ces fonctions de stockage. La philosophie chez Lancet, c'est que vous avez une fonction chauffage performante, confortable, et une fonction stockage déployée un petit peu partout dans le bâtiment. La batterie du radiateur Lancet peut se charger lorsque l'électricité est pas chère, en heure creuse, lorsqu'elle est peu carbonée, a priori en heure creuse aussi, et puis si possible d'une source renouvelable en autoconsommation à l'échelle du bâtiment. Donc on a des panneaux solaires photovoltaïques qui sont installés sur le bâtiment. Ils vont produire en journée un surplus que les batteries vont pouvoir stocker. Évidemment, pour pouvoir comprendre ça en temps réel, sans avoir une usine à gaz de capteurs, de sous-ensembles, de gateways, etc., il faut des outils qui sont capables d'analyser, par exemple, la courbe de charge, c'est-à-dire la consommation à l'échelle, par exemple, du Linky. Et en l'occurrence, c'est l'infrastructure qu'on a choisie. On vient récupérer les informations au niveau du Linky via ce qu'on appelle un ERL. C'est un petit équipement qui s'insère très facilement. Et en analysant en temps réel cette courbe de charge, ces informations, on est capable de comprendre à quel moment charger les batteries et à quel moment surtout décharger les batteries lorsque c'est utile pour le bâtiment et pour le réseau électrique. Tout ça, c'est aussi des outils numériques d'analyse en temps réel des consommations et de compréhension de ce qui se passe pour ensuite déployer
des algorithmes, des scénarios de gestion qui vont à la fois baisser les factures et maximiser l'utilisation de NR. De NR. Là, on a vraiment l'ensemble. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur le NR, mais on est aussi sur le conventionnel, parce que vous pouvez gérer les entrées et les sorties, en gros. C'est tout à fait ça. Quand vous contrôlez une fonction chauffage à l'échelle d'un bâtiment, vous contrôlez 60-70% de la consommation d'énergie annuelle du bâtiment. Donc c'est un levier très puissant d'économie d'énergie, de baisse des factures, et aussi c'est une opportunité, on veut vraiment la présenter comme ça, la rénovation de ces vieux systèmes de chauffage, c'est une opportunité de venir développer des énergies renouvelables en autoconsommation avec une logique de valoriser sur place tout ce qu'un bâtiment peut apporter en termes de production d'énergie renouvelable. Évidemment, par exemple, avec le photovoltaïque. Voilà, sachant quand même, on est d'accord que ça doit s'accompagner d'un travail sur l'enveloppe du bâtiment. Bien sûr, on est, si possible, toujours dans des logiques de rénovation globale, de performance globale. On a, à notre petit périmètre, au niveau de l'ANSEI, on intervient essentiellement sur la fonction chauffage et stockage. Mais la plupart du temps, quand on est dans des projets avec un bailleur social, par exemple, ou dans un projet évidemment dans le neuf, où là la question c'est la réglementation environnementale 2020, on va travailler évidemment avec des bureaux d'études thermiques, avec des gens qui travaillent sur l'isolation du bâtiment, avec le cas échéant même les architectes. Et on va toujours évidemment essayer d'avoir l'investissement, le taux d'effort, si vous voulez, le plus faible en termes de matériel par rapport à la performance globale et sur plusieurs années du bâtiment. Je vais vous demander de sortir de votre radiateur électrique et de me dire si le système que vous déployez pourrait s'envisager avec une PAC, avec un système de ventilation double flux. Enfin, est-ce que vous pouvez le décliner comme ça ensuite sur d'autres systèmes? Est-ce que c'est des choses qui se réfléchissent? Ou est-ce que ce sont des choses qui existent? Bien sûr. Alors, on a démarrer effectivement en bonne start-up avec ce qu'on appelle un MVP, un produit minimum viable, c'est-à-dire le produit qui, avec un minimum de développement, peut déjà atteindre un très gros marché. Et effectivement, le chauffage électrique en France, c'est 4 millions d'appareils par an et c'est une opportunité de remplacement de vieux usages problématiques vers une nouvelle génération. Maintenant, effectivement, dans la roadmap de développement lancée, nous nous intéressons au sujet pompe à chaleur parce que effectivement, ça correspond très bien au cas d'usage de remplacement d'une chaudière fuel ou même d'une chaudière gaz dans les années à venir. Et nous voulons évidemment au maximum apporter des solutions qui sont versatiles. Moi, je ne crois pas du tout au fait qu'une solution va emporter 90% des bâtiments français. Ça ne marche pas comme ça. L'enjeu de la rénovation, il vise vraiment à créer de la facilité et ça commence pour les installateurs qui vont venir établir un premier diagnostic et ça continue jusqu'à l'étape d'exploitation. Il faut des solutions qui s'adaptent à l'existant le plus facilement possible et donc effectivement le sujet d'une pompe à chaleur en lien avec une fonction stockage, c'est un sujet sur lequel on travaille déjà. Donc les outils numériques nous y aident. Je reviens vers vous. Souvent, quand on parle, il devait y avoir, enfin, j'aurais souhaité qu'autour de cette table, il y ait quelqu'un de la Smart Building Alliance. Malheureusement, ils ne sont pas là. Mais souvent, c'est une question que je pose régulièrement. Souvent, on met des capteurs un petit peu partout, puis finalement, on ne gère rien du tout. On a de l'information, mais on ne sait pas gérer la donnée. Sur cet aspect-là, est-ce qu'on réfléchit aujourd'hui à mieux gérer la donnée ? C'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs aspects dans cette question. La première chose, c'est quelles données est-ce qu'on récupère? Est-ce qu'on vient récupérer les bonnes données? Est-ce qu'on vient en récupérer assez, c'est-à-dire à des pas de temps suffisants? Est-ce qu'on en récupère une par jour ou est-ce qu'on en récupère une toutes les 5 minutes? Tout va dépendre finalement du besoin derrière. Et en fait, ensuite, il y a la question de est-ce que ces données sont ensuite accessibles selon le sujet dont on parle. Et en fait, le fait d'avoir une accessibilité de la donnée qui est simplifiée, ça va permettre finalement derrière d'optimiser tout plein de systèmes, tout plein de performances de systèmes, mais par différents biais. Si je prends deux exemples, en fait, plus on a accès à la donnée, plus on va pouvoir développer des systèmes de machine learning, c'est-à-dire un système qui, à l'aide de finalement données passées, va pouvoir s'améliorer tout seul, plus ou moins. Ou alors des systèmes de jumeaux numériques, c'est-à-dire qu'on va venir recopier numériquement un système existant dans la vraie vie. À partir de là, on va pouvoir avoir accès aux mêmes données et on va pouvoir déterminer quand est-ce que tel ou tel équipement est à changer et donc faire de la maintenance prédictive. Tout ça à l'aide finalement d'une plaquette numérique qui ressemble à ce qui se passe dans la vraie vie. Voilà. Donc normalement, on arrive à gérer toutes ces données.
Si on s'y prend bien. Et ensuite, c'est là où on vient à cette question, c'est il faut un accès aux données, le rendre le plus facilement accessible possible, et ensuite c'est comment est-ce qu'on les gère, et ensuite selon les données, là quand on parle de données finalement personnelles, non, on ne va pas les rendre accessibles à tout le monde, mais quand on peut parler de... Enfin, en fait, j'ai un exemple très précis, c'est on a je crois que c'est dans le nord de la France ou dans l'est de la France, un parc éolien qui s'appelle le parc de la Haute-Borne, où toutes les données sont accessibles publiquement, donc en open data. On va avoir les données de production électrique, les différentes données mécaniques, etc. Et finalement, avec ces données-là, il y a plusieurs entreprises, start-up et même des étudiants qui étudient les données de ce parc-là et disent « Ah, là on a un problème, là on a un problème ». Nous, avec notre maquette numérique, on a identifié qu'on ne produisait pas assez d'électricité par rapport au vent qui était disponible. Et donc, on vous propose une solution numérique qui permet de pallier à cette problématique-là. Voilà, si on donne de la donnée, on peut s'en servir pour améliorer les outils. Exactement. Le fait de libérer la donnée, en fait, ça peut être bénéfique à tout le monde. Si vous voulez une réaction par rapport à ça, c'est 30 secondes et après, on parlera d'un autre aspect du travail du CERF. En très rapide, effectivement, l'utilité de ces outils numériques, notamment sur un système, c'est le décloisonnement des systèmes entre eux et éviter des effets silos où j'ai une installation d'une grande marque qui termine par électrique et qui ne communique pas avec une grande marque qui termine par grand. Et évidemment, dans les années qui viennent, on a un problème où il faut parfois changer toute l'installation. C'est l'interopérabilité des systèmes. Effectivement. Et la SBA, vous en aurez certainement très bien parlé. Voilà, oui, c'est pour ça que j'aurais voulu les avoir ici. L'avantage qu'on a, c'est qu'on commence à avoir des standards dans le bâtiment. Le Wi-Fi en est un. A priori, tout bâtiment aura du Wi-Fi. Donc on a choisi ce protocole-là pour accéder à un serveur. Et puis vous avez aussi le compteur. Le Linky est une forme de standard d'une certaine façon dans les données qu'il transmet. Si vous avez des systèmes qui se basent à la fois sur du Wi-Fi et sur du Linky, a priori, et pour un cycle de peut-être plusieurs décennies, vous aurez une forme de constance de protocole dans le bâtiment. Et donc, aux fabricants ensuite d'être responsables et d'aller, s'ils veulent proposer d'autres protocoles en plus, pas de problème, mais au moins de proposer une forme de minimum. Voilà, un minimum, d'avoir un minimum de services ouverts pour pouvoir communiquer ensemble. Exactement. C'est ce qu'on fait ici, avec la même langue. Sur donc le deuxième pan de vos travaux, vous avez 1 minute. Non, très rapidement, c'est finalement pas spécialement sur tous nos travaux, mais c'est plutôt une démarche un peu plus globale. On voit que le numérique prend de plus en plus de place dans l'ensemble des secteurs d'activité, que le numérique a une consommation une consommation d'énergie de manière générale de plus en plus importante. Et la question, c'est finalement, enfin, il y en a deux, c'est comment réduire cette consommation, ou alors comment la décarboner. Et donc c'est là où les énergies renouvelables peuvent être vraiment une formidable opportunité de décarboner le numérique, notamment sur tout ce qui va être data center, avec principalement le froid renouvelable. On a aujourd'hui des réseaux de chaleur qui fonctionnent très bien en hiver et qui peuvent être aussi utilisés et qui commencent à se développer aussi sur le froid renouvelable. Et à l'inverse, on a également la partie électricité avec tout ce qui va être corporate PPA, c'est-à-dire des contrats de long terme qui sont signés entre finalement un acheteur qui pourrait être représenté par le data center et un producteur qui pourrait être représenté par une centrale photovoltaïque, un parc éolien, etc. Voilà, parce qu'évidemment, le numérique, ça consomme de l'électricité. C'est pas quelque chose d'anodin, ça tombe pas tout seul du ciel. Messieurs, merci. Merci d'être venus sur le plateau de Bâti-Journal TV, donc nous parler des nouveaux outils numériques au service de la transition énergétique. Une émission à retrouver sur notre site Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires, que sont le Salon Bipositif, bien entendu, et le magazine Planète Bâtiment. Excusez-moi. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.